Mehmet Inan, ingénieur. Le 11 septembre et les zététiques. Alors, nous sommes le 11 septembre, comme vous le savez sans aucun doute. Et le 11 septembre, cette année, appartient à la zététique. Toute la nuit. Les zététiques ont célébré leur nuit ce 11 septembre 2021. De ma part, je tiens à commémorer la mémoire des milliers de victimes innocentes de ces attentats terroristes de grande ampleur. Qu'ils reposent en paix. Dans la forme, la vidéo des zététiques est bien meilleure que la mienne. Par contre, dans le contenu, je suis ouvert à toutes les critiques sincères. Nous allons analyser les arguments des zététiques et trier le vrai du faux. 20 ans de réflexion, cela ressemble à un délai raisonnable pour faire le tri, pour comparer la fiabilité des hypothèses en présence, pour vérifier, recouper, contextualiser et tenter de se faire un avis serein. Mais est-ce possible avec l'attaque du 11 septembre ? Et pour en parler, nous avons Jérôme Kiran à ma droite. Bonsoir. Et Sylvain Cavalier, connu sous le nom du débunker des étoiles, complotiste repenti. Ça va mieux ? J'ai tout dit. C'est ça, et d'ailleurs j'ai sorti aujourd'hui un article sur le 11 septembre. 20 ans après, c'est effectivement le moment de faire la part des choses, de séparer le vrai du faux et de donner la vérité des faits. Mais les zététiques ont-ils réellement fait cela ? J'ai assisté à des déclarations officielles qui désignaient Al-Qaïda et Oussama Ben Laden comme coupables. Donc, les gens qui disent « Mais pourquoi vous dites que c'est Al-Qaïda ?» Et il me semble que c'est parce que Al-Qaïda l'a dit, et que c'est une bonne raison. Parfois, de dire, puisque quelqu'un dit « c'est moi qui l'ai fait », souvent c'est lui. Qu'est-ce qu'on a comme données de revendiquer ? Comment on est sûr que ceux qui revendiquent ne sont pas en train de profiter d'un acte dont ils ne sont pas coupables ? Comment on sait ? Ben Laden l'a reconnu plusieurs fois. La revendication de Ben Laden n'a jamais été directe. Elle a été indirecte au travers de la vidéo qui avait été récupérée. Il y a plein de choses qui se recoupent pour les accusés. Puis il y avait qu'eux en plus qui pouvaient faire ce genre d'attentat à l'époque. Al-Qaïda aurait revendiqué les attentats. Al-Qaïda est un fantôme. Il n'y a personne de clairement identifiable comme étant de Al-Qaïda, si ce n'est Ben Laden, et encore. Les talibans ont combattu les USA après l'invasion de l'Afghanistan. Ben Laden aurait reconnu les faits. Ben Laden n'a jamais reconnu les faits. Dans sa première et unique déclaration libre, il a nié toute implication. Sur les attentats du 11 septembre, c'est la seule déclaration libre et neutre que l'on peut lui attribuer. Le lendemain, l'armada américaine le cherchait mort ou vif. Cette recherche est en réalité une obstruction à la justice. Dans la suite, Ben Laden aurait pu penser que des personnes qu'il a rencontrées ont fait ces attentats. Il a, dans la suite, soutenu les attentats en les justifiant par des exactions américaines faites au Liban des décennies avant. On peut dire tout ce que l'on veut, mais cette justification des attentats n'est rien d'autre que de la sincérité de Ben Laden qui a assumé son combat contre les États-Unis. S'il avait réellement participé aux préparations, il l'aurait aussi dit. En réalité, il n'a jamais revendiqué les attentats en disant du genre « oui, je les ai faits » ou bien « je les ai fait faire ». Il n'y a eu rien de ce genre. La réalité est que malgré toutes ces justifications que Ben Laden et d'autres ont données, les musulmans n'ont pas fait les attentats du 11 septembre. Dire il n'y avait que eux qui pouvaient faire ces attentats, c'est aller un peu vite en besogne. À cette époque, aussi compétents que pouvaient être les musulmans, ils étaient incapables de faire des attentats de cette ampleur au nez et à la barbe des Américains. Il est évident que Sylvain Cavalier rejette d'emblée la possibilité d'une préparation et exécution de la part des Israéliens. Un juif américain, Alan Sabrowski, le dit clairement. J'ai discuté avec beaucoup de gens, c'est bien les Israéliens qui les ont faits. Ils sont les seuls à avoir les moyens et les motivations pour faire ces attentats. Rassurez-vous, ce n'est pas parce que Alan Sabrowski l'a dit que c'est vrai, mais on ne peut pas exclure cette possibilité. Et j'ai vu aussi apparaître des discours dits sceptiques, un mot très mal choisi. Les analyses alternatives selon lesquelles la version la mieux admise sur les origines de l'attaque, le mode opératoire, la façon dont les tours se sont écroulées, bref, tout ce qui correspondrait à une version officielle, serait en fait archi-faux, un récit de façade destiné à quoi ? Je ne sais pas. En tout cas, destiné à quelque chose. En tout cas, on nous mentirait, c'est sûr, si l'on en croit sur parole ce qu'ils disent. J'avais été énormément touché par l'argument de l'association des architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre aux États-Unis
qui était donc une association avec plus de 3000 architectes et ingénieurs qui n'étaient pas d'accord avec la version officielle. Personnellement, c'est en regardant Loose Change, notamment la version 2, que j'ai adhéré à la théorie du complot à l'époque. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'erreurs factuelles très très importantes et vraiment facilement vérifiables dans ces documentaires. Les architectes et ingénieurs pour la vérité du 11 septembre. Oui, Sylvain Cavalier, le debunker des étoiles, s'est laissé tromper par le nombre d'intervenants dans les théoriciens du complot. Plus tard, il utilise le nombre d'intervenants dans le rapport de NIST pour le considérer comme vrai. Hélas, aujourd'hui, il est possible de payer des milliers de personnes pour soutenir le faux et écrire des rapports faux. Et aussi, il est très difficile de trouver des académiciens pour soutenir la vérité. Le nombre de scientifiques ne signifie plus rien. À ce sujet, je lance un appel à des ingénieurs de structure. J'ai besoin de leur aide pour amener la vérité du 11 septembre devant la justice. Car les juges ne sont pas experts en tout. Ils décident sur base de rapports d'experts. Et face aux experts payés, il y a un besoin d'experts pour la vérité. Vous pouvez me contacter sur mon site web www.peace911.org. Il est clair qu'il y a énormément de fausses théories. J'ai tout simplement classé toutes les théories du complot comme fausses, y compris Loose Change. Toutes ces théories ont été propagées par des personnes mal intentionnées. Ici, on voit Alex Jones et Stephen Jones, mais il y en a beaucoup d'autres. En réalité, toutes ces théories ont le but de créer de la confusion et discréditer toute critique de la version officielle. Les auteurs de ces fausses théories doivent être jugés pour complicité avec les vrais auteurs des attentats. Ce sont ces théories qui sont utilisées par les debunkers pour soutenir la version officielle. Effectivement, après avoir regardé ces théories, on en arrive à la conclusion qu'elles sont fausses. On se dit que si les critiques de la version officielle sont fausses, c'est que la version officielle est vraie. Or, cela est faux. Des milliers de fausses théories du complot ne prouvent pas la véracité de la version officielle, car elles la critiquent. Chaque théorie doit être jugée sur base des preuves qu'elle utilise. Bref, on nous a effectivement menti sur les attentats du 11 septembre. Pourquoi? Je donne la réponse dans ma vidéo principale sur le 11 septembre. Cette vidéo est accessible sur mon site web. Et si on se déclare chercheur ou critique sur le sujet, après 20 ans, on n'a pas le droit de ne pas répondre à cette question. Dans le narratif complotiste global, la majorité des tenants de théorie du complot pensent que, en gros, c'était des avions télécommandés qui ont été envoyés d'abord sur les tours, et donc sans passagers dedans. Par contre, au Pentagone, il n'y avait pas d'avion. Là, c'était un missile. Et puis pareil, par rapport au 4e avion qui s'écrase dans un champ, ça sert à quoi de faire croire? Et puis ça commence, si je me souviens bien, par un jeu des 7 erreurs. Et ça, c'est tout à fait significatif aussi. On ne vous donne pas une théorie. On n'affirme pas une théorie tout à fait claire. Faire ces attentats avec des avions télécommandés avec des manettes à distance, c'est impossible. Mais convertir les avions en missiles en y installant un système de guidage automatique qui remplace les pilotes humains, c'est parfaitement possible. Il suffit d'y installer un système de guidage de missiles de croisière, tel le Tomahawk, et de l'activer par communication satellite après le décollage. Ce système ne doit faire que contrôler les manettes de guidage. Oui, il faut aussi qu'il injecte un gaz incolore et inodore dans l'avion pour tuer les pilotes et passagers. Ce sont des fonctions très simples. Les 2 premiers avions étaient réels, avec leurs passagers déjà morts dans leur siège sans se rendre compte de rien. L'avion qui a frappé le Pentagone avait une envergure de 95 pieds, soit un 737-400, bien plus petit que le 757 qui avait une envergure de 125 pieds. Voici la superposition de l'avion sur la façade, et ceci est la construction 3D de la version officielle avec un 757. L'alignement est fait d'après le moteur droit sur le générateur et le moteur gauche sur le mur de ventilation au sol. Le fuselage n'est plus aligné sur le trou d'entrée et les ailes dépassent les dégâts. Et celui-ci est la construction 3D de l'impact d'un Boeing 737-400 sur la façade. Tout est consistant. Le 4e avion aussi était vrai avec ses passagers, bien sûr morts bien avant. Après 20 ans, tout enquêteur sincère aurait trouvé la vérité de ces attentats. J'ose dire que je fus cet enquêteur et je donne une explication complète des événements. Voir mon site web www.peace911.org.
D'ailleurs, j'ai soumis cette explication aux zététiques, y compris Sylvain Cavalier, Monsieur Sam et d'autres. Et dans cette émission, ils n'ont parlé d'aucune des preuves que j'utilise. Quand je parle de réseau, c'est parce que je ne veux pas cibler des gens, mais j'ai une phrase qui, je crois, vient du livre de Messiaen, qui dit « Les Juifs avaient été prévenus et étaient peu nombreux dans le bâtiment ». Et ça signe quelque chose. Et si ça a été repris, est-ce que c'est parce qu'il y a cette dimension-là ou pas ? Il y a certaines personnes qui considèrent que ça a été organisé par Israël, plus ou moins directement ou indirectement. Mais la plupart en fait, des tenants de théorie du complot pensent que ça a été organisé par les Américains. J'ai commencé à investiguer les attentats en fin 2002. Début 2003, j'avais trouvé la preuve fatidique qui détruit la version officielle. J'ai pensé que le gouvernement Bush l'avait fait faire. Et cette pensée a duré 4 ans et demi, car je faisais surtout l'investigation technique. Je ne m'imaginais pas pouvoir trouver les coupables. Mi-2007, quelqu'un m'a demandé mon avis sur la théorie de Dr Bazant. 2 jours après les attentats, le 13 septembre 2001, cet éminent professeur d'université en résistance des matériaux a publié un rapport qui explique comment ces tours se sont effondrées. Et ce rapport est faux. Dans la vie réelle, il faut des mois et même des années pour sortir un rapport pareil. Pourquoi ce professeur a couru si vite pour signer un faux rapport sur l'effondrement des tours? Des victimes peuvent porter plainte, l'inculper et même le faire exécuter. Pour faire un rapport pareil, il faut avoir des soutiens financiers, judiciaires, politiques très forts. Aux États-Unis, ces soutiens n'existent que dans la main du lobby sioniste israélien. Donc j'ai cherché à trouver si cette personne était d'origine juive. Il est apparu qu'il était bien d'origine juive. C'est ce qui a débuté mes recherches sur l'implication des Israéliens dans ces attentats. Dans la suite, tout est apparu consistant. Il a fallu 2015, plus de 12 ans, pour mettre le nom de Netanyahou comme commanditaire de ces attentats. Les préparations de la part d'Israéliens ont commencé en 1997, notamment par la création de la société de déménagement Urban Moving System au New Jersey. Cette société a servi pour la logistique des attentats. Et il y a eu aussi la création de PNAC, le Project for the New American Century, le projet pour le nouveau siècle américain, pour le design des attentats. Ces choses ont commencé car Netanyahou a donné l'ordre de faire les attentats en 1997. C'était dans la première année de son premier gouvernement. Le rapport que Dr Bazant a publié le 13 septembre 2001 était prêt depuis 1997 où la méthode de démolition des tours était définie. Cette définition de la méthode contenait aussi la fausse explication pour accuser les avions. Tous les détails sont expliqués dans la vidéo principale de mon petit site web www.peace911.org et cette page est un extrait de cette vidéo. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne peut pas exclure la réalisation de la part d'Israéliens. Mohamed Atta est un architecte d'origine égyptienne. Il y a vraiment un cliché qu'il faut, je pense, éliminer tout de suite, c'est que ces terroristes, c'était pas des espèces de paysans afghans avec une calache, une chèvre dans une grotte. Et en fait, c'est des gens qui ont fait des études, qui ont suivi des cours de pilotage. Annie Anjour, qui était le pilote du vol 77, qui s'est crashé sur le Pentagone, avait même une licence FAA, donc d'aviation civile. Donc c'était un vrai pilote. C'était quand même des gens qui, de base, avaient une certaine éducation, venaient de milieux aisés souvent, et c'est pas du tout l'image qu'on peut se représenter d'un terrorisme. Effectivement, le paysan afghan avec Kalachnikov et barbe est un faux cliché. Mais ce sont les médias et la version officielle qui ont donné ce faux cliché. Les quelques personnes réelles, telles Atta et Anjour, qui vivaient aux États-Unis, ont tout simplement été tuées et leurs papiers d'identité récupérés. Ce ne sont ni des radicaux, ni des extrémistes. La seule preuve officielle pour la présence des terroristes à bord des avions est cette liste transmise par fax. Il y a au total 6 pages, toutes transmises par fax, facilement falsifiables et impossible à prouver leur véracité. Dans le procès Moussavi, le gouvernement des États-Unis a montré une animation flash-payer. Cette image est un extrait de ce document. C'est un document fabriqué par le gouvernement. Ce n'est pas une preuve à utiliser en justice. En réalité, dans tous les aéroports, il y avait des check-in avec des caméras. Ils pouvaient facilement récupérer les caméras et prouver leur présence. Ils pouvaient aussi récupérer les tickets et les montrer. Plusieurs employés des aéroports auraient pu témoigner les avoir vus. Rien n'a été fait. Ils ont juste montré 6 pages de fax. Tout cela signifie que le gouvernement des États-Unis n'a aucune preuve de la présence
des 19 terroristes dans les avions. Certains terroristes ont annoncé qu'ils étaient vivants. Par exemple, le pilote saoudien Walid Al-Shahri a reconnu sa photo publiée dans les médias. Abdulaziz Al-Omari, ingénieur dans Saudi Telecom, a déclaré qu'il avait perdu son passeport pendant qu'il étudiait à Denver. Le directeur du FBI, Robert Mueller, a reconnu que l'identité de plusieurs suspects était en doute. Mais plus tard, il n'y a eu aucune correction. La chronologie des événements, partie 1. Donc effectivement au matin du 11 septembre vers 8h on a Mohamed Atta qui appelle donc son acolyte Marwan Al-Shehhi qui sera le pilote du deuxième avion. Ils partent tous les deux de l'aéroport de Boston vers 8h. En réalité c'est Marwan Al-Shehhi qui a appelé Mohamed Atta et d'une cabine payante dans l'aéroport. Même le rapport de la commission reste dans l'impossibilité de prouver. Il présume que c'est Marwan Al-Shehhi qui a appelé, mais il n'y a même pas de preuve. Comme le scénario était écrit à l'avance, cet appel fut préparé à l'avance. N'importe qui pouvait appeler. Les zététiques ont trop facile de prendre pour argent comptant toutes les revendications officielles. Ici, ils vont même plus loin que les rapports officiels. On perd la localisation de l'appareil 11. Le transpondeur est éteint. Les terroristes ont utilisé des cutters ou des couteaux. Une fois que les pilotes sont sortis, ensuite ils sont rentrés dans le cockpit, ils ont pris le contrôle de l'appareil, et ils ont éteint le transpondeur et ils ont commencé leur route vers les tours. On avait le vol 11 qui se dirigeait donc vers la tour nord du World Trade Center. On avait le vol 175 de United Airlines qui se dirigeait vers la tour sud. On avait le vol 77 qui se dirigeait vers le Pentagone et qui est décollé un petit peu après. Et puis en dernier, donc le vol 93 qui lui s'est écrasé dans un champ à Shanksville. On ne saura jamais s'il ciblait le Capitole ou la Maison Blanche, mais en tout cas il partait vers cette destination-là. Oui, voilà, non, ils ont réussi leur coup, sauf pour le 4e avion qui évidemment s'est écrasé dans un champ suite à la mutinerie, en fait, la rébellion des passagers à bord. Les avions de chasse, ils décollent 4 minutes avant que le premier avion se crache dans la tour nord. On a vraiment très très peu de temps, les avions de chasse n'ont pas le temps de rattraper ou d'intercepter ou quoi que ce soit. Les terroristes auraient utilisé des cutters pour tuer les hôtesses et sortir les pilotes. Voici le cutter censé être utilisé dans le dernier avion. Il est montré comme preuve par le gouvernement des États-Unis dans le procès Moussaoui. Le cutter est intact, mais plus rien de l'avion. Les avions militaires n'ont pas décollé 4 minutes avant le premier impact. Ils ont été reportés en l'air à 8h53, soit 7 minutes après l'impact. Soyons clairs, ils ont été retardés exprès pour rater leur cible. Et donc, voilà, ce qui s'est passé au matin du 11 septembre, c'est qu'on a ces pilotes qui petit à petit prennent des avions de manière très très organisée. Tout est très planifié. Tout a été planifié par donc Khaled Sheikh Mohammed, qui était aussi le planificateur des attentats de 1993, donc d'Al-Qaïda. Et Al-Qaïda, ils n'en sont pas à leur coup d'essai à ce moment-là. En 1998, on a déjà des attentats en Tanzanie, notamment et au Kenya. Dans les ambassades américaines, ils font 200 morts, donc ils ont déjà fait plusieurs attentats auparavant. Al-Qaïda, c'est pas une surprise, ils sortent pas de nulle part. Ça fait déjà 10 ans qu'ils sont connus comme étant une véritable menace pour les intérêts occidentaux. Et donc, voilà, en gros, on a une succession d'avions qui en vol commencent à se faire détourner. On a un bazar pas possible au contrôle aérien où ils n'arrivent pas vraiment à savoir quels avions sont détournés. Ils essayent de tous les faire atterrir au sol. Oui, ça se passe très vite, ça se passe en l'espace de quelques dizaines de minutes. En fait, les 4 avions se crashent et en fait... Effectivement, s'il y avait 4 équipes de terroristes à bord des avions, tout se passerait en quelques dizaines de minutes. Et voyons comment. La séquence probable des détournements avec 4 équipes. Il y aura décollage du premier avion. Environ 15 minutes après, déviation de l'avion de sa route vers les tours situées à gauche. Les routes réelles sont les lignes en orange. Dans la réalité, l'avion a dévié vers la droite, dans le sens opposé. Au moment de cette déviation à 8h14, c'est le deuxième avion qui a décollé. Lui aussi, 15 minutes après, il aurait dû dévier vers la gauche. Le deuxième avion n'a pas dévié. Il a continué sa route normale. Entre-temps, à 8h20, il y a eu le troisième avion qui a décollé. Comme cet avion décolle de quelques kilomètres de sa cible, il devrait dévier rapidement, quitter sa route et retourner vers sa cible. Il devrait donc dévier de sa route environ 10 minutes après le décollage. Mais gardons 15 minutes comme les autres.
nous aurons le crash du premier avion, du deuxième avion et du troisième avion. Entre-temps, à 8h42, le quatrième avion a décollé, et lui aussi 15 minutes après, il devrait dévier vers la Maison Blanche et se cracher dessus. Les routes devraient être comme cela. Il n'y a aucune consistance avec les routes réelles. Nous aurons un graphique des temps semblable à celui-ci. Les actions seraient finies environ à 9h13. Dans ce graphique, le quatrième avion a décollé avec 42 minutes de retard. S'il y avait un retard normal entre 10 et 15 minutes comme les autres avions, le graphique serait différent. Il serait comme celui-ci. Ce qui veut dire qu'en ayant 20 minutes, entre 8h30 et 8h50, il y aurait eu 4 impacts d'avions sur leur cible. Cela aurait eu un effet psychologique beaucoup plus grand que ce qui s'est passé. Non, ces terroristes ont refusé de faire leur travail normal. Voici les temps et trajets officiels des avions. Le premier avion décolle à 7h59, il dévie de sa route à 8h14 et il se crache à sa cible à 8h46. Le deuxième avion décolle à 8h14, il dévie de sa route à 8h42, il se crache à 9h03. Le troisième avion décolle à 8h20, il dévie de sa route à 8h54, il se crache à 9h38. Le quatrième avion décolle à 8h42. Le rapport officiel nous dit qu'il est détourné à 9h28, mais l'avion continue sa route. Le vrai détournement, c'est le moment où l'avion dévie de sa route. Et cet avion dévie de sa route à 9h35. Il s'est craché au sol à 10h03. La séquence réelle des événements était celui-là. Premier avion décolle à 7h59, à 8h14 il dévie vers la droite, et puis il redévie à 8h26, et il est proche de sa cible à 8h42. À ce moment, c'est le deuxième avion qui dévie de sa route, et le dernier avion qui était en attente sur le tarmac décolle. Le premier avion impacte sa cible à 8h46, un peu après à 8h50, le deuxième avion commence à tourner vers sa cible. Peu après à 8h54, c'est le troisième avion qui quitte sa route. Le deuxième avion impacte sa cible. Le troisième avion continue sa route et à 9h35, quand il est proche de sa cible, c'est le quatrième avion qui dévie de sa route. Et le troisième avion impacte sa cible à 9h38 et le quatrième avion se crache au sol à 10h03. Voici le graphique des temps réels. Les temps entre décollage et déviation sont 15 minutes, 28 minutes, 34 minutes, 53 minutes. Avant de dévier de sa route, le dernier avion avait eu un retard de 42 minutes. S'il y avait des terroristes dedans, ils auraient dû se dire « Nous sommes très en retard, nos amis ont dû déjà avoir fini, nous avons intérêt à détourner au plus vite. » Et non, dans ce cas-là, ils attendent 53 minutes, beaucoup plus que les autres, et ils détournent l'avion juste 3 minutes avant l'impact du Pentagone. Les zones rouges étant les temps de vol en situation détournée, la succession de ces zones rouges montre clairement que les détournements ont été faits successivement l'un après l'autre. C'est totalement consistant avec une opération faite par une seule équipe et est impossible à faire par 4 équipes différentes. Nous pouvons affirmer que les avions ont été détournés par une seule équipe, mais n'allons pas trop vite. Avec insistance, tentons de réaliser cela avec 4 équipes différentes. Une possibilité est de prévoir des temps de détournement fixes à l'avance. Comme les retards au décollage sont impossibles à prévoir à l'avance, il est impossible de prévoir des temps de détournement fixes à l'avance. Une autre possibilité est que chaque équipe qui approche de sa cible prend le téléphone et appelle l'équipe suivante pour leur dire « Les amis, nous arrivons à la fin de notre action, c'est à votre tour, on se retrouve au paradis ». C'est complètement absurde comme comportement. Même si on imagine que les pilotes terroristes avaient des moyens de communication, l'équipe suivante est assise dans les sièges passagers. Ils n'ont pas de téléphone, donc pas de communication possible. Imaginons un miracle et que la communication était possible. Dans ce cas, vu le retard anormal du 4e avion, la 2e équipe aurait dû appeler la 4e équipe qui devait décoller au même moment qu'eux et non la 3e équipe. Il est donc réellement impossible de réaliser cette succession par 4 équipes de terroristes. Il est donc certain que les avions ont été contrôlés par une seule équipe. Sylvain Cavalier prétend que tout s'est passé en quelques dizaines de minutes, mais la réalité est tout autre. Même si Khalid Sheikh Mohammed revendique d'avoir eu l'idée, il est toujours en prison à Guantanamo sans être jugé. Après 20 ans, les États-Unis sont incapables de le juger, car le dossier est vide. Oui, tout était planifié, mais par le PNAC, le Project for the New American Century, et réalisé par une seule équipe. Al-Qaïda est un leurre, créé par les États-Unis. Les attentats de 1998 n'ont jamais été revendiqués. Ils ont été attribués à Al-Qaïda par des Israéliens en préparation du coupable des attentats du 11 septembre. Même chose pour l'attaque de SS Cole dans le port d'Aden en 2000.
Il y a des sceptiques du 11 septembre, en fait, ils sont certains... Enfin, ils doutent pas beaucoup de leur position, finalement. C'est pas des vrais sceptiques. Nous, on est censé incarner le scepticisme autant qu'on peut, et pas venir avec une conclusion avant de chercher. Bon, on fait ce qu'on peut. Dans le chat, j'ai vu passer une question qui demande comment on sait qu'il y a eu rébellion dans l'avion qui s'est crashé. Comment vous savez ça? J'y vais. Il se trouve que dans les avions à l'époque, vous aviez des téléphones qu'on pouvait activer, qui étaient au niveau des sièges. Avec une carte de crédit, on pouvait téléphoner dans ces avions. Donc, quand ils ont détourné, les pirates ont pris le contrôle de l'avion, certaines personnes ont téléphoné à leur famille pour expliquer ce qui se passait, avec des messages assez déchirants d'ailleurs. Et donc c'est comme ça qu'on a su que effectivement ils allaient tenter aussi de récupérer le contrôle de l'avion, parce que en ayant eu les informations sur les 3 précédents vols, ils ont compris que leur destin était funeste. Oui. Et juste, il y a un enregistrement où on entend vraiment les terroristes qui disent Allah Akbar, pendant que on entend les passagers derrière qui crient pour rentrer qui s'emparent du cockpit, mais trop tard malheureusement. Donc ça sent les derniers instants, quoi. Les derniers instants, malheureusement. Ces sceptiques ne sont rien que des suiveurs aveugles de la version officielle. Pour eux, cette version officielle est parfaite et faite par des gens qui ne mentent jamais. La version officielle prétend que les passagers ont utilisé des téléphones des sièges. Seul un appel fut passé par GSM, et ce quand l'avion était à basse altitude, soit le dernier appel de Tom Burnett du 4e avion à son épouse. Or, le site de la famille de Tom Burnett indique clairement que tous les appels sont passés par le téléphone portable de Tom. Cell phone, cell phone, cell phone, cell phone. Ce sont bien des appels passés par le GSM de Tom. Et les heures sont indiquées. 6h27, 6h34, 6h45, 6h54. En réalité, c'est 9h27, 9h34, 9h45, 9h54. Décalage horaire oblige. Quand on reporte ces temps sur le graphique d'altitude de l'avion, nous voyons que pendant les 2 premiers appels, l'avion se trouvait à 35 000 pieds, soit 10 600 mètres. À ces altitudes, les appels par GSM sont impossibles, car il n'y a pas de réseau GSM, car les antennes basées au sol émettent d'une manière directionnelle horizontalement vers les GSM situés au sol. Ces appels ont dû être faits par d'autres moyens, en subtilisant le numéro de téléphone de Tom. Ce n'est qu'un numéro d'identification. De nos jours, nous faisons des appels sur Internet et montrons un numéro d'appelant qui est configurable. Mais l'épouse a parlé à son mari et a reconnu sa voix. À cette époque, il existait déjà des logiciels qui permettent de changer la voix. Une personne parle, et c'est la voix d'une autre personne qui sort à l'autre bout du fil. Cette voix du mari pouvait être créée à partir d'un enregistrement de ses communications GSM quelques jours avant. D'ailleurs, dans les semaines après les attentats, des journalistes du groupe de Rupert Murdoch, le groupe de Fox News, ont écouté les familles des victimes pour les surveiller et savoir leurs intentions. La même infrastructure a pu et a dû être utilisée quelques jours avant pour récupérer les voix des passagers et reconstruire leurs voix dans ces faux appels. Et pour pouvoir produire l'intonation des passagers et tenir de courtes conversations avec les membres des familles, ils ont dû utiliser des étudiants d'art du théâtre. C'est pratiquement le seul moyen de réaliser ces appels téléphoniques. Tous les voix des passagers et des terroristes doivent être considérés comme faux. Une voix d'une personne n'est pas une preuve de sa présence quelque part. Nous ne savons donc rien de ce qui s'est passé dans les avions. Les voix, telles que personne ne bouge, nous retournons à l'aéroport, ne sont pas des preuves de la présence des terroristes à bord. Surtout les appels Allahu Akbar, prétendus par Sylvain Cavalier, sont des extraits du film du 4e avion. Rien à voir avec la réalité, même si la version officielle prétend que cela a été retrouvé dans les enregistrements des boîtes noires. Car dans cette affaire, toute la version officielle est pleine de mensonges et de faux. Dans les avions, et après, dans la journée, il y a les tours ne sont pas en bon état. Il y a des gens qui disent que les tours se sont écroulés, mais à cause de bombes. Comment c'est possible que les tours s'écroulent? Les mecs, ils ont tapé pile là où il fallait. Quelles étaient les chances? Alors, les tours avaient été conçues et calculées pour subir un choc d'avion. Mais elles ont tenu. Elles ne se sont pas effondrées tout de suite. La cause de l'effondrement, c'est bien sûr le choc, mais surtout l'incendie qu'il y a derrière. Les tours avaient été calculées pour résister à l'impact d'un avion. Certains ingénieurs de structure parlent même de plusieurs avions qui n'auront aucun effet. Les colonnes extérieures agissent comme des doubles lames tranchantes et coupent l'avion en petits morceaux. Après avoir passé ces colonnes, il ne reste plus que de petites pièces.
Seuls les moteurs et les bras d'atterrissage restent plus ou moins intacts. En effet, les tours ont résisté jusqu'à ce qu'elles s'effondrent subitement en environ 10 secondes. Le rapport de NIST cite 9 et 11 secondes. Ce n'est pas du tout normal. Les chutes libres de la hauteur de l'étage d'impact durent environ 7,9 et 8,6 secondes. Nous sommes très près du temps de chute libre. Or, la chute libre signifie qu'il n'y a aucune résistance donnée par la structure inférieure. Résistance nulle. Si on a atteint des temps proches de la chute libre, c'est que la structure inférieure n'a donné que très peu de résistance. Si on calcule en considérant une accélération constante, comme dans une chute libre, et les temps de 9 et 11 secondes du rapport officiel, on trouve que la structure n'a donné que 22% et 39% du poids des tours. Or, ces structures sont calculées avec des facteurs de sécurité de l'ordre de 3, soit que les structures sont capables de supporter 3 fois la charge maximale des tours. Dans ce cas, la structure inférieure a donné environ 7% et 13% de sa résistance calculée. Or, le poids réel des tours n'était pas le maximum de conception, donc ces chiffres de 7% et 13% sont des valeurs conservatives. Évidemment, qu'une structure de ce genre doit pouvoir donner 100% de sa résistance. La seule possibilité d'avoir une chute aussi rapide, c'est la démolition contrôlée par explosif. Cela paraît impossible, mais rien n'est impossible. Il suffit de choisir la bonne technologie. Il faut oublier les bombes câblées. Impossible à cacher et trop hasardeux. Il faut utiliser des explosifs autonomes à commande à distance codée, avec possibilité de réglage du temps de retard. Le besoin est de l'ordre 3000 bombes par tour. Préparer 6000 bombes de ce type pendant les mois qui ont précédé les attentats était parfaitement possible. Le placement de ce genre de bombes doit se faire sur les colonnes du noyau qui sont accessibles par les cages d'ascenseurs. En utilisant les ascenseurs, il est parfaitement possible de placer 3000 bombes dans chaque tour en quelques jours. Les chiens renifleurs qui gardaient les entrées des tours depuis 1993 ont été enlevés le jeudi 6 septembre. Les bombes peuvent être introduites ce jour-là dans les tours et stockées à des étages vides prévus à cet effet. Du jeudi jusqu'au dimanche, les bombes peuvent être placées dans les tours. Pour garantir que les bureaux seront vides, il y a même eu une coupure générale du courant dans les étages supérieurs où il fallait accéder au bureau pour placer les bombes. C'est un travail industriel à la chaîne. Après l'impact des avions, en fonction du numéro de l'étage d'impact, ils savaient quel code d'explosif devait exploser en premier pour débuter la démolition par l'étage d'impact. La vitesse de chute n'est plus qu'un calcul de temps. De toute façon, les explosions devaient se propager rapidement vers le bas pour éviter que les objets tombant du dessus n'atteignent les explosifs installés dans les étages inférieurs avant qu'elles n'explosent. Tout cela colle parfaitement à ce qui s'est passé. Donc la démolition des tours par explosif était possible et tous les faits montrent que c'est bien ce qui s'est passé. Il y a même des traces d'explosion. Voici une coupure de jonction de colonnes et on voit bien que la coupure a été faite suite à une explosion qui se passe à cet endroit-là et qui pousse la colonne en H vers la droite. Cette image montre la coupure par charge coupante de la connexion des contrevendements dans le noyau. Et voici les poutres supportant les planchers. Les déformations des supports montrent que ces poutres ont été écrasées vers leur siège plus haut, suite à une explosion se passant à cet endroit-là. Mais voyons quand même les arguments des zététiques. Un acier qui est exposé directement au feu, il n'a pas besoin de fondre. À partir de 500-600 degrés, il perd déjà 50% de sa résistance. Effectivement, à partir de 500 ou 600 degrés Celsius, la résistance de l'acier chute à environ 50%. Plus précisément, la résistance change de 90% à 10% entre environ 400 degrés et 700 degrés. Mais les fournitures de bureaux brûlent à 300 degrés. Même si on imagine une augmentation plus grande de la température, même à 400 degrés, on n'a que 10% de réduction de la résistance. De plus, les feux ne sont pas contre la structure. Les feux ne restent pas au même endroit. Il n'y a pas assez de matériel à brûler à côté des colonnes. Il faut un certain temps pour chauffer les colonnes. Même sans protection anti-feu, on peut clairement dire que la température des colonnes de la structure en acier est inférieure à 200 degrés. Et dans les étages inférieurs,
Il n'y avait pas d'échauffement du tout, et les structures dans les étages inférieurs sont bien plus fortes qu'en haut. Il n'y a aucune raison pour que ces tours s'effondrent de cette manière si rapidement par le feu. Comment est-ce qu'on peut, dans l'avenir, se prémunir de tels chocs et éviter des catastrophes avec 3000 morts. Voilà, donc ça c'était l'intérêt de faire des études derrière sur le processus, on va dire, d'effondrement des tours. Je crois d'ailleurs que les normes de construction des immeubles de grande hauteur ont été changées suite au 11 septembre, justement maintenant, c'est des cas d'école qui sont appris dans les oui, écoles. Ça évolue, c'est-à-dire que normalement sur une tour comme ça, il y a ce qu'on appelle un cœur, qui constitue en fait la rigidité de la structure, et effectivement il y a des réflexions pour ne plus avoir un seul cœur sur une tour mais peut-être en avoir plusieurs, ce qui permet, s'il y en a un qui est atteint, que les autres puissent reprendre les charges. Les tours étaient constituées de poteaux, alors un cœur central constitué de poteaux et des poteaux périphériques, et entre ces poteaux vous aviez des planchers qui permettaient en fait de rigidifier. Et avec les crashs d'avions et avec les incendies, ces planchers se sont désolidarisés des poteaux, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des poteaux sans stabilisation. Et c'est ça qui a initié en fait l'effondrement. Et à partir du moment où l'effondrement était amorcé, c'était impossible de l'arrêter. Moi, j'ai en tête le nom d'un Tchèque, je crois, Bazan, qui a fait beaucoup d'études sur le sujet, par exemple. Oui, mais qui travaillait aux États-Unis, donc Jérôme Quiron a raison en disant que dans une tour comme cela, il y a ce que l'on appelle un cœur qui constitue la rigidité de la structure. Le nom utilisé dans la profession est le noyau. Et rien n'a changé dans les structures depuis les attentats. Plus un noyau est grand, plus il est résistant. Il n'est pas question de diviser le noyau en trois pour l'affaiblir. Voici des photos de tours récentes, de Shard à Londres 2012, Shanghai Tower 2014, Manhattan West Tower 2019. Elles ont toutes un noyau central en béton armé assez robuste. Il n'est pas question de changer des méthodes de construction bien établies à cause de tours démolies par explosifs. Les planchers ne changent rien à la rigidité du bâtiment entier. Ils rigidifient les colonnes extérieures, mais celui du noyau ne change pas du tout. Le noyau est rigide tout seul, et il rigidifie les colonnes extérieures. Si les planchers se désolidarisent, les colonnes extérieures et les planchers des étages peuvent s'effondrer, mais jamais le noyau, car il est conçu pour donner la rigidité à tout le bâtiment. Or, dans les tours jumelles, il s'est effondré jusqu'au sol. La seule possibilité est de démolir par explosif. C'est bien le docteur Bazant qui a prétendu qu'une fois l'effondrement a commencé, il est impossible de l'arrêter. Or, ce rapport est faux, et même le NIST ne parle pas de Bazant. Mais il termine son rapport par dire « l'effondrement global a débuté ». Or, cela ne veut rien dire. La cause de l'effondrement, c'est bien sûr le choc, mais surtout l'incendie qu'il y a derrière. Quelle durée ? 56 minutes avant l'effondrement pour la tour sud et 102 minutes, je crois, pour la tour nord. Voilà. Les chocs n'ont pas été identiques. Il y en a un qui était assez bien centré, c'était la première, et le deuxième qui était désaxé. Et du coup, ça a vraiment déséquilibré la tour. Il y avait l'étage aussi qui comptait. Il y avait que 17 étages qui pesaient sur le point d'impact, je crois, pour la tour nord, alors qu'il y avait 33 étages qui pesaient sur le point d'impact pour la tour sud. Alors ça peut jouer plutôt, je dirais, sur l'effondrement lui-même. Oui. Après, les coefficients de sécurité que l'on va prendre, alors justement, il y en a, en cas d'incendie, il n'y en a plus, mais bon. En fait, voilà, la construction, elle est calculée pour supporter son propre poids. Donc, qu'il y ait des défaillances à n'importe quel niveau, ça remet en cause effectivement la stabilité. Mais pour moi, c'est pas l'élément prépondérant, c'est surtout le fait que ça a été désaxé. Ça a accéléré effectivement l'effondrement de la tour. Le fait que c'était désaxé, on va y revenir dans la deuxième partie. On s'attendrait à ce que la tour elle bascule. Or, elles sont tombées de manière verticale. Et il y a des gens qui disent que c'est étonnant et que ça veut dire que c'est pas dû à l'avion. Alors, quand on fait du calcul de structure, sur des tours comme ça, elles sont calculées au feu, une stabilité au feu de l'ordre de 2, voire 3 heures grand maximum. Pas plus. Là, ce qui a vraiment joué, ce sont les incendies. C'est-à-dire que, je sais plus, 30% du kérosène avait été consommé dans cette boule de feu. Tout le reste est resté à pénétrer la tour et à contribuer en fait à enclencher cet incendie gigantesque, sachant que les incendies dans les bâtiments tels que les bâtiments de bureaux, ce sont les pires.
Le rapport du NIST parle bien de 30% de kérosène brûlé au moment de l'impact. C'est un chiffre impossible à prouver. Quoi qu'il en soit, ce kérosène a dû brûler dans les 10 à 20 minutes après l'impact. Il n'a pas créé de feu dans les étages inférieurs. Le kérosène n'est donc pas lié à l'effondrement. Seuls les feux de fourniture du bureau auraient pu participer dans l'effondrement. En cas d'incendie, pourquoi il n'y aura pas de coefficient de sécurité? Il n'y a aucune raison. Nous savons que la température des colonnes n'était pas plus de 200 degrés. Le feu n'explique pas l'effondrement de ces tours. Jérôme Quiran et Sylvain Cavalier ne sont pas d'accord sur la raison de l'effondrement. L'un critique l'avis de l'autre, car tous les deux avis sont faux. La dissymétrie n'a rien fait, si ce n'est réduire l'impact sur le noyau de la tour. Seul un coin du noyau a été touché, ce coin-là, plus haut dans les étages, mais ce coin-là de cette tour-là, la tour sud. Cela a aussi permis à des rescapés de traverser l'étage d'impact par un escalier encore intact situé dans le noyau à l'opposé de l'impact. Cette dissymétrie a causé le basculement initial de la partie haute au début de la démolition. Le noyau a été explosé et la partie supérieure fut supportée sur les colonnes extérieures uniquement. Comme les colonnes extérieures du côté de l'impact étaient plus chauffées que les autres, elles ont chuté avant les autres. Cela a fait basculer la partie haute vers le côté de l'impact. Mais dans la suite, les explosions se propageant vers le bas, la partie supérieure a continué sa chute verticalement. La structure de la tour sud, qui supportait 33 étages, était plus forte que celle de la tour nord, avec 17 étages. Le coefficient de sécurité étant le même, la réserve en valeur absolue était plus grande. Dans la tour sud, les colonnes étaient plus épaisses. Il faut plus longtemps pour les chauffer. Il était plus difficile à faire écrouler la tour sud. La tour sud devait s'effondrer plus tard, contrairement à ce qui s'est passé. Mais pourquoi inverser la démolition des tours? Le quartier général de l'équipe qui a fait les attentats était le WTC-7. Le premier avion a passé au-dessus d'eux pour impacter la tour nord en face d'eux. Mais il ne pouvait pas démolir cette tour en premier. Il devait vérifier la première démolition. Il devait regarder par les fenêtres la progression de la démolition. Mais la tour nord était trop proche d'eux. Ils risquaient de recevoir des débris sur eux. C'est pourquoi ils ont commencé par démolir la tour frappée en dernier, soit la tour sud. Puis, ils sont allés se réfugier à l'arrière du bâtiment WTC-7 pour se protéger des débris et ils ont déclenché la démolition de la tour nord. Aucun théoricien du complot ni debunker ne parle de ce sujet. Tous deux cachent la vérité. Bon, ça c'est bien gentil. Je veux bien vous croire, mais c'est quoi de la source? Parce que si c'est le gouvernement qui nous dit, vous inquiétez pas, on a compris, en fait, le matériel était trop mou, qui a enquêté? Quels documents ont été publiés? Est-ce qu'on peut parce que les gens qui nous regardent, ils veulent faire leur propre recherche. Ils veulent aller voir. Comment on fait? L'ensemble des données ont été fournies par le NIST avec. Ça, c'est un organe officiel. Oui, c'est un organe officiel. officiel. Si on a un doute par rapport à ça, où est-ce qu'on peut aller? Le NIST, déjà, il y a 70 ingénieurs différents qui ont travaillé dessus, faut le savoir, avec des tas d'organismes, les pompiers, les policiers, etc. Il y a eu aussi la FEMA et le NTSB, qui étaient deux autres agences. Alors la FEMA, elle gère les situations d'urgence. Voilà, les opérations de secours, les trucs d'urgence. Et le NTSB, National Transportation, voilà, les transports. C'était pour les avions. Conseil national de la sécurité des transports. Qui a eu déjà ses rapports officiels, mais avec vraiment des dizaines, voire des centaines d'acteurs dessus. Indépendants, c'est ça? Les structures sont indépendantes ou pas? Les informations sont tous pilotées par le gouvernement Bush, et que le gouvernement Bush, on peut ne pas avoir confiance, on a bien raison d'ailleurs d'avoir confiance. Alors, comment on fait? Il y a des thèses qui ont été faites sur les effondrements ailleurs qu'aux États-Unis. Ah, voilà. Il y a des études qui ont été faites. Il y a des scientifiques indépendants aussi qui ont travaillé sur la question. Il y a toute une liste impressionnante de gens qui ont travaillé. S'il y a des ingénieurs russes qui savent que les Américains mentent, pourquoi ils ne le disent pas? Les rapports officiels ne sont pas neutres du tout. Ils sont même bourrés de mensonges. La NTSB, la sécurité du transport, n'a pas fait de rapport sur l'effondrement des tours jumelles. Le rapport le plus important est celui du NIST, et il est aussi bourré de mensonges. Notamment, les auteurs du rapport de NIST prétendent que ce sont les colonnes extérieures qui donnent la rigidité au bâtiment. Pour les rapports officiels, ces grosses colonnes massives avec 3 plaques ne sont pas importantes. Elles sont du noyau. Par contre,
Les 3 colonnes de périphérie situées au-dessus sont les plus importantes. Elles sont des colonnes extérieures. Ces colonnes sont vides. Les 4 trous servent pour les boulons des jonctions. Jérôme Quiran dit le contraire, mais probablement qu'il ne s'est pas rendu compte de ce mensonge du NIST. Ce rapport est très long, avec plein de mensonges. Je vais donner quelques points à ce sujet. Les rapports officiels donnent tous les détails sur les colonnes extérieures et les planchers des étages. Ils ne donnent quasi rien sur le noyau. Notons que ces colonnes extérieures ont pour dimension de 14 pouces. La distance entre 2 colonnes est de 40 pouces, soit environ 1/3 d'acier, 2/3 de vide. Le rapport technique le plus complet sur les structures des tours jumelles est celui du NIST, National Institute for Standards and Technology. D'après le rapport du NIST, les dimensions de colonnes du noyau sont ceci. Ils ont donné ces dimensions aux étages 83 à 86. Ils ne parlent même pas de colonnes, ils parlent de boîtes soudées et de formes roulées. D'après NIST, les colonnes du noyau n'étaient pas des colonnes. Dans les étages inférieurs, 7 à 9, les premières colonnes de chaque rangée avaient ces dimensions, et elles se sont effondrées aussi. La largeur de ces 2 colonnes, blanche et bleue, est la même, 22 pouces. Ces 2 images sont à peu près à la même échelle. Et ces grosses colonnes bleues se sont effondrées après que tous les étages se sont effondrés. Ces colonnes se sont effondrées quand elles ne supportaient plus les étages au-dessus d'elles. Cela ne peut être fait qu'avec des explosions. Plan d'étage type suivant le rapport de NIST. Les colonnes du noyau sont représentées à l'échelle, mais aucune indication ne les signale. Ils ont indiqué 2 fois conduite d'amener et de retour d'air. C'est comme si le noyau était fait pour conduire l'air de ventilation. En réalité, voici les colonnes du noyau. Il y en avait 47. Et les colonnes extérieures sont plus grosses que l'espace vide. Elles ont été agrandies. Agrandissons ce coin et mettons-le à l'échelle. Nous voyons que quand la distance entre 2 colonnes est 40 pouces, la largeur d'une colonne devient 24. Et ceci sont les vraies dimensions des colonnes extérieures. Cela s'appelle falsification de preuves dans le plus important rapport technique officiel. Ils se sont focalisés sur les colonnes extérieures et ont caché les colonnes intérieures. Les lignes ici, parallèles aux colonnes extérieures, n'existent pas. Elles ne représentent rien. Elles ont été ajoutées pour donner plus de consistance aux colonnes extérieures. Voici une photo de l'époque de construction. Dans cette partie, le noyau est monté plus haut avant de monter les colonnes trident. La séparation en 3 des colonnes extérieures. À ce niveau, ces colonnes extérieures font 5 étages. C'est pourquoi les contreventements sont visibles. L'emplacement de ces contreventements dans le noyau est indiqué comme étant des tubes de ventilation. Autrement dit, les pièces structurelles qui solidifient les tours sont devenues des tubes de ventilation. Et ils ont fait le maximum pour cacher les contreventements entre les colonnes du noyau. Ces photos existent. Il était impossible de les cacher. Alors, ils ont inventé un mensonge pour prétendre qu'il n'y avait pas de contreventement dans les étages supérieurs. Pendant tout le processus judiciaire, les assurances ont mené plein d'enquêtes aussi de leur côté. Donc on a eu des enquêtes privées, on a eu des enquêtes d'universitaires, on a eu des enquêtes des corps, des agences gouvernementales, voilà, avec des dizaines de chercheurs différents qui bossent dessus. Enfin, je veux dire, il aurait vraiment fallu corrompre un énorme nombre de personnes pour que toutes ces personnes aillent dans le même sens, en fait. Les assurances, elles avaient notamment missionné Mathis Lévy, qui est un spécialiste du calcul de structure. Voilà, il a fait son étude de façon indépendante lui aussi, et c'est un spécialiste justement de l'effondrement des constructions, puisqu'elle écrit un bouquin là-dessus. Les assurances ont missionné Mathis Lévy pour faire un rapport sur l'effondrement des tours. Comme son nom l'indique, il est lié à Israël. Il n'est pas neutre dans cette affaire. Tous les aspects des attentats du 11 septembre sont gérés par des personnes liées à Israël. Il est impossible de faire confiance au nombre de personnes, ni au diplôme, ni à la spécialisation. Seuls les faits et la science doivent être utilisés. Alors autant sur la tour 1 et 2, ce qui a été fait, c'est que tous les matériaux ont été stockés pour pouvoir faire des investigations justement sur l'acier, pour voir quelle était sa résistance. Sur la tour 7, je suis même pas sûr qu'il l'ait fait. Les matériaux stockés pour investigation future, les aciers stockés sont soit de tout petits aciers, soit des colonnes extérieures. Aucune des colonnes les plus grandes du noyau ne sont stockées. Voici quelques photos. Ça, c'est une petite colonne du noyau. Ça, ce sont de tout petits fers.
On n'a aucune colonne de cette taille qui est stockée. Et d'ailleurs, il n'y a quasi pas de photos, aucune photo dans les rapports officiels. Même dans les documents non officiels, il est excessivement difficile de trouver des photos de ces colonnes. Le dernier truc, avant le Pentagone, on reste au World Trade Center, il y a la tour numéro 7. Donc, il y a eu plein de théories là-dessus. Donc, on parlera tout à l'heure de loose change et des trucs comme ça. Elle est étonnante, cette tour 7, parce qu'elle s'écroule bien plus tard, alors qu'elle n'a pas été touchée par les avions. Elle n'a pas été touchée par les avions, oui. Et dedans, il y avait des archives alors de la CIA ou du FBI, je sais plus quoi, et que ça arrangeait bien tout le monde que ça disparaisse. Alors, il s'est passé quoi avec cette tour 7? Alors, la tour 7 n'a pas été touchée par les avions. Par Ah, contre, voilà. Ah, c'est la preuve. Par contre, elle a été impactée par les débris, notamment de la tour. Alors, je sais plus La tour nord. La qui tour nord. s'écroule, J'ai révisé, hein, mais faut dire, vous m'avez sorti de ma naphtaline. Sylvain, il a Ça fait fond 10 ans que dessus. j'ai. Bon, hein, bon. Mais- La tour 7 est impactée par les débris et un incendie se déclare. Et un petit peu comme à côté sur les tours 1 et 2, toute l'eau avait été coupée. Donc là aussi, plus de moyens actifs avec les asperceurs pour éteindre l'incendie sur la tour 7 qui était éventrée de haut en bas, avec donc des grands mouvements d'air. Donc là, c'est ouvert de tous côtés. L'incendie se déclare sur plusieurs étages. Et cette tour, donc, elle s'effondre au bout de 7 heures. Peut s'effondrer au bout de 2 à 3 heures. Celle-ci a tenu 7 heures. Magnifique boulot. Le WTC-7. Les archives de la CIA ou du FBI sont une couverture pour cacher la vérité. Exactement comme les tours jumelles. L'incendie ne justifie pas l'effondrement. Cette tour était le quartier général de l'équipe qui a fait les attentats. Il y avait entre 50 et 100 personnes dedans. Et il y avait leur infrastructure. Il était impossible d'effacer les traces de leur présence. Les entrées du bâtiment étaient gardées par des policiers sélectionnés, qui étaient au courant de ce qui s'y passait. Ils savaient aussi que le bâtiment allait être démoli. Après la démolition des tours jumelles, toute l'équipe a dû se rassembler dans un étage inférieur, manger un bout et boire un verre. Ils avaient passé la nuit sur place, et aussi avant de quitter, il était préférable d'attendre que les choses se calment. Puis, ils ont ramassé leurs affaires et quitté le bâtiment en petits groupes dans leur voiture par les sous-sols. Netanyahou était parmi eux. Il était dans le balcon VIP pour assister aux attentats qu'il avait commandités en 1997. Quelques-uns sont restés et installé des bombes dans le bâtiment. Ils ont aussi mis le feu dans quelques étages pour créer une justification à un effondrement. Ils ont aussi quitté le bâtiment et quelques rues plus loin, ils ont déclenché la démolition de WTC-7. Il était 5h21 de l'après-midi. Ainsi, ils ont effacé les traces de leur présence. Netanyahou est resté dans les environs. Il a apparu dans les médias le 13 septembre 2001 dans un interview à NBC. Il a caché sa position en mettant une image fixe dans le fond de l'écran. Il a accusé les Palestiniens de produire des terroristes suicides et a demandé de les attaquer dans la guerre contre le terrorisme. Le 20 septembre, il apparaît en public dans la Chambre des représentants. Il y parle pour conseiller les États-Unis. Sa présence aux États-Unis est cachée par les propos du représentant Dan Burton. Ce dernier s'excuse pour l'avoir réveillé durant la nuit, à 3 heures du matin, et aussi pour des problèmes qu'il y aurait eu à l'aéroport. Sous-entendu, Netanyahou vient d'arriver d'Israël. Dan Burton y fait même allusion, en disant qu'il a accepté de venir de là. Pour finir, je tiens à signaler que mes travaux se trouvent sur mon petit site web, www.peace911.org. C'est un site très simple et le plus court sur les attentats du 11 septembre. Vous avez vite fait le tour du site et aussi des attentats du 11 septembre. Je n'ai pas contacté Jérôme Kiran car je n'ai pas trouvé son adresse e-mail à l'époque. Avec cette vidéo, il devrait aussi être au courant. De ma part, je reste à l'écoute. J'ai contacté Sylvain Cavalier et Monsieur Sam. Je leur ai donné mon site web et proposé une discussion live à deux. Refusé. En résumé, les zététiques sont aussi fermés à la vérité et refusent de l'entendre. Ils suivent aveuglément la version officielle. Merci de votre écoute. Si vous trouvez les explications comme vraies, pensez à partager. La vérité a besoin de votre aide.